Bonjour à tout le Bonjour monde. tout le monde. Soyez les bienvenus sur un nouveau webinaire de la CPM de Moselle. Alors aujourd'hui, on va aborder ensemble les attestations de salaire, hein. C'était un sujet qui avait été demandé dans les derniers Exactement, oui. webinaires pour lequel il y avait des attentes particulières. Donc on va balayer un petit peu ensemble tout ce qu'il y a à savoir sur l'attestation de salaire et surtout les points de vigilance qu'il faut avoir lorsque vous établissez une attestation de salaire. Alors, le temps que les derniers participants nous rejoignent dans ce webinaire, on va peut-être se présenter. Donc, je te laisse te présenter, Océane. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, Océane Guerchou, chargée de la relation entreprise au sein de l'assurance maladie de Moselle. Aujourd'hui, on a la chance aussi d'être accompagné de Delphine. Je te laisse te présenter, Delphine. Bonjour à tous, Delphine Bernard-Castille. Donc, je suis chargée de projet prévention à la Caisse primaire de Moselle. Voilà, et aujourd'hui, tu viens nous parler de Octobre Rose, hein, une petite parenthèse. Et puis, je me présente, Mathieu Kiffer, chargé de la relation entreprise au niveau de la CPM de Metz. Voilà au niveau des présentations. Alors juste quelques petites modalités au niveau de ce webinaire, comment ça va se dérouler. Donc on attend à peu près 135 participants. À savoir que à l'issue du webinaire, vous aurez la possibilité de télécharger le support, hein. Il y aura une enquête de satisfaction qui vous parviendra. Et dans la dernière question, il y aura un lien. Donc c'est un lien à copier-coller dans un navigateur. Et du coup, vous pourrez récupérer le support de la présentation. Et si jamais il y a un souci, pas de panique, il y aura également un replay qui sera disponible sur notre chaîne YouTube, hein. Donc c'est la chaîne YouTube de la CPM de Moselle, et vous retrouverez donc tous nos derniers webinaires et vous retrouverez bien sûr ce webinaire. Le webinaire devrait durer une petite heure. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à intervenir. Donc c'est dans le petit icône questions et réponses, hein, c'est Q et R, hein. Donc si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. Si on y arrive à y répondre tout de suite, on donnera une réponse en direct. Sinon, on y reviendra en fin de webinaire. Voilà au niveau des modalités. Je crois que j'ai tout dit. Tu avais autre chose à rajouter, Océane? Non, on peut peut-être passer au sommaire, du coup. Non? Ouais, super. Donc, on remercie encore tous les employeurs qui nous ont rejoints. Et du coup, au programme, voilà, s'il y a des questions, Oui. QR. Alors, au programme, de quoi allons-nous parler? Alors, dans une première partie, donc, je laisserai la parole à Delphine, hein, qui abordera Octobre Rose. Après, on reviendra sur les attestations de salaire, donc les généralités, hein, à quoi ça sert, quand c'est qu'il faut faire l'attestation de salaire. Dans une troisième partie, on reviendra sur toutes les bonnes ouais, les bonnes Pratique, pratiques. voilà. C'est Océane qui les abordera. C'est ça. Et on évoquera aussi la quatrième partie, hein, qu'il ne faut pas négliger, c'est le suivi des attestations de salaire. Juste avant, si vous pouvez peut-être nous faire un petit retour si vous avez du son et bien le diaporama, parce qu'apparemment quelqu'un n'a pas de son. Donc juste Oui. un petit retour pour voir si vous nous entendez bien. Voilà, juste nous dire qu'au niveau du son, de l'image et du support, tout est OK. Ok, super, tout est parfait. Super, merci à tous ceux qui nous répondent. Et du coup, je laisse la parole à Delphine qui va nous aborder, hein, on est en octobre, Octobre donc rose. Octobre Rose. Je te laisse la parole, Delphine. Alors, je pense que la plupart d'entre vous connaissent le mois d'Octobre Rose. Donc, effectivement, c'est un mois qui est consacré au dépistage du cancer du sein. Donc, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu ce que nous, on propose aux employeurs sur les dépistages des cancers et notamment le cancer du sein. Alors, on va démarrer par une petite question. À votre avis, au cours de sa vie, un cancer du sein sera développé par près d'une femme sur deux, une femme sur huit, une femme sur 10 ou une femme sur 100. Alors, n'hésitez pas à répondre, hein. Il y a qu'une bonne réponse, mais c'est juste vraiment pour vous donner un chiffre et vraiment vous sensibiliser. Donc, n'hésitez pas à répondre. Alors, on va encore laisser Quelques quelques minutes. secondes pour vous permettre de répondre. Allez, je clôture dans 3, 2, 1. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas eu le temps et je partage les résultats. Donc, je pense que tu as les résultats aussi, Delphine. Donc, il y a Je 2% vois. Oui, qui pensent qu'il y a une femme sur deux, 52 qui pensent que c'est une femme sur 8, 32% une femme sur 10 et 15% une femme sur 100. Alors, Donc, je te la laisse. majorité. C'est la majorité qui a juste. C'est ça, Oui, une femme sur 8. Donc, la bonne réponse était une femme sur 8. Delphine, tu nous confirmes. c'est ça. Alors, effectivement, donc c'est quand même malheureusement un cancer qui touche beaucoup de femmes. Dans votre entourage, vous connaissez certainement un proche, une proche qui connaît une femme
qui a eu ce cancer ou qui va malheureusement développer ce cancer. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler et qu'il existe ce mois d'octobre où on fait beaucoup de manifestations pour reparler de ce cancer. Et justement, nous, ce que nous proposons, ce sont des dépistages qui permettent en fait de détecter ce cancer à un stade précoce pour éviter justement d'avoir des traitements lourds et d'avoir une guérison qui soit la plus rapide possible. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Et on sait que les femmes ne sont pas forcément informées dès l'âge de 50 ans. Donc, c'est important que dans le milieu actif, on puisse déjà en parler à l'âge où elles sont encore voilà, au travail la plupart du temps dans leur journée, qu'elles puissent en discuter avec leurs collègues, qu'elles puissent échanger et qu'il y ait un partage au niveau des employeurs. Alors, donc, nous menons beaucoup d'actions au sein de la caisse primaire, notamment la mise à disposition d'outils d'information. Donc là, je vais vous présenter un outil interactif. Je ne sais pas si vous connaissez Genially. Donc, ça permet de créer des plateformes d'information. Donc là, on va basculer sur la plateforme. Je vais vous la présenter pour qu'on puisse regarder ensemble ce que c'est. Et vous pourrez la mettre à disposition des employeurs, des employés, pardon, si vous le souhaitez. Alors, je vais juste sortir, voilà, pour vous présenter cette plateforme. Donc ça, c'est la plateforme que tu as abordée. Voilà. Donc, du coup, vous avez la possibilité d'y accéder par un QR code ou par un lien. Donc, vous pouvez la mettre à disposition, par exemple, sur une affiche, présenter un QR code qu'on peut vous mettre à disposition ou le mettre dans un lien dans un mail, par exemple, pour vos employés. Donc là, vous avez les trois dépistages, hein, parce que les trois sont importants. Il faut savoir un petit rappel qu'il n'y a que la moitié des femmes qui sont éligibles qui utilisent, qui bénéficient du dépistage du cancer du sein. Il n'y a qu'un tiers, malheureusement, des personnes éligibles qui réalisent leur test de dépistage cancer colorectal. Et heureusement, pour ce qui est du dépistage du cancer du col de l'utérus, on est quand même aux alentours de 70% d'utilisation. Donc, je vais vous présenter tout de suite le cancer du sein. Donc, voilà ce que nous avons proposé, c'est que nous avons mis en place une plateforme interactive avec la possibilité sur cette carte, par exemple, de regarder quels sont les cabinets de radiologie agréés, parce qu'il faut se rendre dans un cabinet de radiologie agréé pour pouvoir réaliser sa mammographie. Nous avons donc mis les coordonnées, les liens pour pouvoir prendre rendez-vous. Et on a rajouté des petits pictogrammes pour informer donc les assurés de la possibilité d'y accéder si on est en fauteuil roulant. Donc, pas simplement d'accéder au cabinet de radiologie, mais de pouvoir réaliser une mammographie en fauteuil roulant. Et puis, nous avons rajouté un petit pictogramme qui précise que nous avons la possibilité d'accéder à un médecin féminin, ce qui peut poser un petit frein à certaines personnes. Voilà. Donc ça, c'est ce qui nous a paru très important de mettre en avant. On a également mis à disposition les informations sur voilà, les départements limitrophes parce qu'on sait que dans certains secteurs, eh ben, les femmes vont dépasser la frontière pour trouver un cabinet, par exemple en Alsace. Une petite vidéo de l'Institut national du cancer qui permet d'avoir des informations simples sur la réalisation des dépistages. Vous avez des liens également sur notre site internet, ce qui vous permet d'avoir plus d'informations. Et puis, de nouveau, la liste des radiologues, mais en version liste. Voilà. Et ça sera de la même façon sur les autres dépistages. Alors, je vais revenir sur le diaporama. Voilà. Donc, nous avons évoqué cette plateforme. Voici une affiche qui peut vous être mise à disposition. Donc, cette affiche avait été créée pour vraiment faire une information globale dans des lieux publics. Donc, vous avez une information assez simple sur le dépistage du cancer du sein avec le QR code qui renvoie vers la plateforme que je vous ai présentée juste avant. Donc, vous n'hésitez pas après, si vous souhaitez des supports, à nous les demander, on vous les diffusera. Autre support que peut-être certaines entreprises connaissent déjà,
Nous les avons mis à disposition déjà de plus de 10 entreprises. Donc, c'est un klaxon. C'est un outil qui permet de faire des sondages ou des jeux ludiques interactifs qu'on peut mettre à disposition des employés pour qu'ils s'informent lorsqu'ils ont un temps un petit peu en dehors du travail. Vous pouvez voilà, mettre à disposition pour qu'ils puissent se connecter quand ils ont la possibilité. Vous avez donc des questions, des réponses, des liens vers des vidéos. Et puis, on peut compléter donc cette mise à disposition de cet outil par un affichage. On peut vous proposer des affiches sur différents thèmes, dont le cancer du sein, avec de la même manière un petit QR code pour renvoyer vers les plateformes d'information. Voilà. Et puis pour les autres cancers, on a également des affiches qui ont été créées par notre service communication, qui sont un peu ludiques pour justement attirer l'attention sur ces dépistages, parce qu'on sait que ce sont des thématiques qui ne sont pas forcément évidentes à aborder avec les employés. Autre thématique que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, donc c'est la santé environnementale. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aborde de plus en plus. Donc nous avons créé un projet qui s'appelle Un Nissin pour mon bébé, qui vise à sensibiliser les futurs et jeunes parents sur les risques liés à la présence de perturbateurs endocriniens dans l'environnement du bébé. Donc, vous avez certainement dans les employés que vous avez des femmes enceintes ou des futurs parents ou des jeunes parents d'enfants de moins de 2 ans. Et ça les concerne. Voilà, donc on vous propose la mise à disposition d'outils, dont une plateforme que je vais vous présenter tout de suite, que vous pouvez utiliser soit pour vous, soit pour vos employés. Alors, la voici. Donc, c'est une plateforme qui permet à la fois d'informer les professionnels et le grand public. Vous avez également des ressources. Donc, je vais vous montrer le côté professionnel pour vous. Donc voilà, vous avez de l'information qui est validée, vous avez la possibilité de naviguer. Donc chaque rubrique est un lien. Vous pouvez donc naviguer à votre souhait, regarder les informations qu'il y a, les formations si vous souhaitez vous former en interne. On peut vous mettre en lien avec des professionnels de la thématique. Vous pouvez également suivre des formations en ligne à votre rythme, vous informer sur les différents outils qu'on vous met à disposition. Vous avez également des appels à projets. Donc, nous proposons des appels à projets sur les 2 thématiques, cancer du sein, cancer en règle générale, et puis sur la santé environnementale, où là, on peut vous aider en vous finançant l'intervention, par exemple, de professionnels au sein de vos entreprises. Et puis, le volet qui peut être intéressant pour les employés, voilà, où il y a également de l'information, le rappel des professionnels de santé qui peuvent être à leur écoute sur la thématique. Un rappel aussi sur le site des 1000 premiers jours, qui est un site qui a été mis en place depuis quelques années pour justement accompagner les jeunes parents dans leur rôle de parents, qui n'est pas toujours évident. Donc, je vais revenir. Voilà. On peut donc vous accompagner pour la mise en place de projets sur ces 2 thématiques, dépistage des cancers ou santé environnementale. On peut vous mettre à disposition des outils. Voilà le flyer qui existe sur la thématique santé environnementale. Donc, nous avons des affiches, des flyers. On peut vous mettre ça à disposition de manière papier ou numérique, comme vous le souhaitez. Je vous laisse les coordonnées de notre service pour vous accompagner si vous souhaitez mettre en place des actions de prévention, sachant que nous avons aussi beaucoup d'autres thématiques. Voilà, Voilà, merci je vais Delphine. laisser la parole à mes collègues. Alors, juste Alors, avant, on a une petite oui. question d'Elphine, Oui. l'employeur. Alors, pourquoi ne pas dépister avant 50 ans compte tenu du nombre de cancers du sein? Alors, le dépistage est proposé à partir de 50 ans parce qu'il faut savoir qu'en fait, une mammographie, c'est pas anodin, c'est quand même des rayons. Donc, il faut toujours avoir la balance bénéfice-risque. À partir de 50 ans, on sait que le nombre de cancers du sein explose. Donc, c'est vraiment important à partir de 50 ans.
Mais néanmoins, s'il y a un moindre doute, s'il y a des antécédents familiaux, il ne faut pas hésiter à demander aux professionnels de santé qui vous fassent un suivi avant les 50 ans. Il y aura une prise en charge habituelle, il n'y aura pas une prise en charge forcément à 100%, mais voilà, il n'y a aucun souci de commencer son dépistage avant 50 ans, mais ce ne sera pas dans le dépistage organisé. Autre petit rappel aussi, il faut savoir que le cancer du sein peut toucher aussi les hommes, de la même manière comme c'est en moindre par rapport aux femmes, il ne rentre pas non plus dans le dispositif de dépistage organisé, mais là, pareil, s'il y a des antécédents familiaux, il ne faut pas hésiter à demander au médecin de prévoir un petit dépistage individuel. Super, merci beaucoup Delphine. Voilà, je pense que Je c'est vous en super prie. important, hein, ton intervention, hein, pour vraiment sensibiliser, hein. C'est vrai que le C'est cancer ça, du sein, c'est quand même un des plus fréquents et on connaît tous une personne exactement. dans notre Mm. entourage, hein, qui a déjà peut-être eu un cancer du sein. Donc je pense que c'est important, voilà, Mm. de vraiment parler et de sensibiliser, hein, Mm. sur la prévention et sur le dépistage. Il n'y avait pas d'autres questions de la part de nos employeurs, mais de toute façon, ils auront le support avec les Mm. différents liens, notamment des Mhm. plateformes. Et si jamais voilà, des employeurs souhaitent mettre en place des interventions en entreprise, surtout, hein, n'hésitez pas à nous recontacter. Et Mm. puis nous, on se fera également le lien avec Delphine, hein, pour que Delphine puisse vous recontacter et voir comment mettre en place les différentes actions au sein de votre entreprise, hein. Donc n'hésitez pas à relayer Les la informations. plateforme, hein, les quiz, hein, la plateforme Geniali, et à revenir vers nous, hein, si vous souhaitez mettre en place une action pour Octobre Rose, hein. Le mois n'est pas terminé, Mhm. hein, donc n'hésitez pas. Super, ben, en tout cas, je te remercie Delphine. Et puis s'il y a des questions en fin de webinaire, ben, Oui, Pour répondre. on y répondra. Du coup, je reprends la main sur j'arrêterai le le partage. diapo. Super, Voilà. merci Delphine. Et puis du coup, on va aborder ensemble les attestations de salaire. Donc tout ce qu'il y a à savoir, hein, au niveau des formalités administratives, du calcul des indemnités Voilà. journalières et Le plus du suivi. important, le suivi. Le Ouais. suivi, voilà. Alors, tout de suite, c'est moi qui vais un petit peu parler des attestations de salaire. Alors, c'est vrai que c'est un justificatif qui est nécessaire pour le versement des indemnités journalières. Alors, à quoi sert cette attestation côté CPM? Eh bien, elle a trois enjeux. Le premier des enjeux, c'est qu'elle va permettre d'étudier le droit aux indemnités journalières, hein. Sur l'attestation, vous allez remplir les heures et les salaires cotisés, et c'est ces éléments qui vont permettre de déterminer si votre salarié peut bénéficier ou non des indemnités journalières. Deuxième élément de l'attestation de salaire, c'est qu'elle va nous permettre également de calculer le montant de l'indemnité journalière de votre salarié. Et enfin, le dernier élément, c'est qu'elle va nous indiquer à qui la CPM Mm. doit verser les indemnités journalières. Est-ce que c'est à l'employeur parce que vous avez pratiqué la subrogation dans le cadre du maintien de salaire, ou est-ce que c'est directement à votre salarié, c'est-à-dire à l'assuré, parce qu'il n'y avait pas de subrogation et qu'il n'a pas eu le maintien de salaire? Voilà, donc c'est ces Mm. trois éléments que l'attestation va véhiculer Mm. et qui va permettre à la CPM d'indemniser un arrêt de travail. Petite précision, on vous met toujours un petit texte juridique, hein, c'est toujours important Mm. de savoir. L'attestation de salaire, c'est vraiment une obligation à la charge de l'employeur qui est prévue par l'article R 323-10 du Code de la sécurité sociale. Et pareil, je rappelle que l'attestation de salaire, c'est un justificatif comptable, hein, qui va permettre à la C'est ça. CPM d'indemniser et qui engage légalement votre responsabilité en tant qu'employeur. Si jamais vous vous trompez sur les subrogations, bah, malheureusement, nous, on sera obligé de se baser sur l'attestation de salaire et on ne pourra pas régulariser. Donc, soyez vigilants. Donc, je pense qu'on a été assez clair, hein. Vous voyez que l'attestation, elle permet de déterminer vraiment tout ce qui est lié au versement des indemnités journalières. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Et c'est Océane qui va vous parler tout à l'heure des bonnes pratiques lorsque vous allez établir cette attestation de salaire. Alors, haute généralité, quand c'est qu'il faut faire une attestation de salaire? L'attestation de salaire est à établir dès que vous avez connaissance d'un arrêt de travail de moins une journée. Alors, vous allez me dire, oui, mais une journée, il y a la carence, ça n'a pas grand intérêt de faire une attestation de salaire. Alors non, il faut la faire dès que vous avez connaissance d'une journée, tout simplement parce que dans le cadre d'une ALD, vous n'avez pas Mm. l'information sur l'arrêt de travail si l'arrêt est en lien ou non avec une infection de longue durée. Et si c'est en lien avec une infection de longue durée, à savoir que nous, on applique le délai de carence que une seule fois sur le tout premier arrêt. Si jamais votre salarié transmet par la suite d'autres arrêts qui sont liés avec cette pathologie ALD, on ne réapplique pas le délai de carence. Donc, un arrêt de moins de 3 jours peut donner lieu à une indemnisation. C'est pour ça que vous, employeurs,
on vous demande de saisir dès lors que vous avez un nouvel arrêt de travail, il faut nous faire une attestation de salaire. Autre petite précision, mais on le verra à l'issue du Super. webinaire, hein, en fonction des risques, hein, on vous rappelle qu'il faut faire une attestation par risque. Hein. Donc, vous avez mis les différents risques. Donc, si jamais il y a une succession de plusieurs risques, hein, maladie, maternité, il faudra nous faire une attestation à chaque changement de risque. Et ce qu'on voulait aussi vraiment aborder et vous sensibiliser, c'est que s'il n'y a pas de subrogation, hein, c'est-à-dire que votre salarié n'a pas eu le maintien de salaire, il faut nous faire l'attestation dans les 5 jours ouvrés qui suivent le début de l'arrêt de travail. Et ça, c'est également prévu par l'article R 133-14 du Code de la sécurité sociale. Alors pourquoi il faut être assez réactif quand il n'y a pas de subrogation? Bah, tout simplement, c'est que nous, côté CPM, on a également un délai de traitement de votre attestation de salaire et qu'on a des objectifs. Hein. Il faut qu'à la fin du mois, c'est-à-dire dans les 27 jours, il faut qu'on ait démarré l'indemnisation. Donc, si vous ne respectez pas ce délai de 5 jours, hein, et que vous faites l'attestation au bout de 20 jours, nous, il y a toujours un petit délai de traitement derrière et forcément, votre salarié peut se retrouver dans une situation financière compliquée. Donc, soyez vigilants dès lors que vous ne maintenez pas le salaire et qu'il n'y a pas de subrogation, l'attestation de salaire est à faire dans les 5 jours dès le début de l'arrêt de travail. Comment transmettre l'attestation de salaire? Alors là, je pense que bon, je pense que vous savez tous comment transmettre, mais c'est toujours bien d'expliquer un petit peu les différents canaux et d'expliquer les avantages et les inconvénients de chaque canal, du coup. Alors, vous pouvez saisir sur Net Entreprise. Hein, donc là, ça va être une saisie manuelle, étape par étape. Hein, donc, c'est vous qui allez saisir toutes les informations de l'attestation de salaire. Et autre canal, ça va être le signalement depuis le logiciel de paye en effectuant un signalement DSN. À savoir, hein, juste pour remettre un petit peu le vocabulaire, vous faites tous les mois les DSN mensuels. Donc ça, c'est une obligation et vous devez déposer cette DSN mensuelle le 5 ou le 15 de chaque mois en fonction de vos effectifs. Et la DSN mensuelle, c'est vraiment le reflet de toutes les payes de vos salariés. Le signalement DSN, c'est un signalement qu'il faut faire dès que vous avez connaissance d'un événement. Donc, quand il y a un arrêt de travail, hein, vous allez faire un signalement arrêt de travail. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple, plus rapide et plus fiable. Hein. Je le reviendrai tout à l'heure, hein, sur les détails du signalement DSN. Et ça va rechercher tous les éléments dans les dernières DSN mensuelles. Donc, c'est des éléments qui vont être fiables, hein, étant donné que c'est issu des DSN mensuels. Et c'est des éléments que vous n'allez pas devoir vous renseigner. Donc, il y aura par exemple les heures effectuées, le contrat de votre salarié, les salaires cotisés, il y aura vraiment toutes ces informations qui vont nous permettre de faire le versement. Donc, petit avantage de la DSN, c'est plus simple, c'est beaucoup plus rapide et c'est plus fiable par rapport à une attestation nette entreprise. Je vous ai mis un petit peu les étapes. Hein. Donc, d'un côté, on a bien entendu le signalement DSN. Vous avez seulement 4 informations à saisir, voire 5 si c'est un accident de travail. Donc, qu'est-ce que vous allez devoir saisir? Le motif de l'arrêt. Est-ce que c'est un arrêt maladie, un congé paternité, maternité ou un arrêt lié à un ATMP? Le dernier jour de travail, donc Océane vous donnera les bonnes pratiques sur le dernier jour de travail tout à l'heure, la date de fin prévisionnelle de l'arrêt, parce que vous devez renseigner une date de fin prévisionnelle, et les subrogations si vous souhaitez subroger l'arrêt de travail. Donc ça, c'est les 4 informations. Et éventuellement, vous allez devoir renseigner la date de l'accident de travail ou de maladie professionnelle si c'est un AT ou une MP. Donc, c'est 5 informations. Hein. Donc, c'est vraiment très, très rapide de saisir une attestation de salaire par signalement DSN. En comparatif, sur Net Entreprise, c'est un petit peu plus long parce que c'est étape par étape. Et là, il y a 8 étapes. Donc, ça va aller du choix du SIRET sur lequel est rattaché votre salarié. Ça va être le choix du risque, les informations de votre salarié, un numéro de sécurité sociale, nom, prénom, adresse, son contrat de travail, toutes les informations liées à l'étude des droits, le dernier jour de travail, les heures ou éventuellement les salaires cotisés, la saisie des salaires pour le calcul de l'indemnité journalière, les informations relatives à la subrogation, la signature et la validation de l'attestation. Donc, c'est un petit peu plus long quand vous allez faire une attestation par Net Entreprise et forcément, quand il y a une intervention humaine, parfois, il y a aussi des erreurs de saisie. Donc, nous, c'est pour ça qu'on vous encourage plutôt à faire des saisies DSN parce que vous, côté employeur, c'est beaucoup plus rapide et nous, côté CPM, c'est plus fiable. Donc, petit chiffre qu'on voulait aussi vous montrer, c'est qu'au niveau national, 7 attestations sur 10 sont issues d'un flux DSN. Au niveau Moselle, on est assez conforme à ce qu'on observe au niveau national. On est à 70,69% d'attestations qui nous parviennent par flux DSN.
et on a 29% qui nous parviennent par net entreprise. Donc, on vous a mis un petit peu des chiffres Mm. pour vous donner un ordre d'idée de grandeur hein, sur les attestations qui sont traitées pour 2023. Donc, on avait plus de 220 000 attestations par flux DSN et 91 000 Ouais. attestations par net entreprise. Ce que je voulais vous montrer aussi, pour illustrer mes propos, hein, quand je vous ai dit que c'était plus fiable, c'est qu'en 2023, on a seulement rejeté 4% d'attestations DSN contre 11% attestations qui ont été saisies sur Net Entreprise, hein. Donc, on voit Mm. par Net Entreprise, souvent, il y a des erreurs sur les salaires. Parfois, c'est juste une erreur de frappe. Parfois, ça peut être aussi un oubli de rétablir le salaire, hein. Donc, dès lors que nous, il y a des salaires qui ne sont pas cohérents, ben, on va être obligé de rejeter l'attestation. Donc, par DSN, les données sont issues des payes, donc il n'y a pas de souci, c'est Mm. fiable. Mais c'est vrai que par Net Entreprise, on observe hein, que dans la C'est ça. réalité, il y a beaucoup plus de rejets au niveau des attestations Net Entreprise. Alors, je voulais juste répondre à quelques questions Mm. avant de donner la parole à Océane qui reviendra sur les bonnes pratiques. Donc, il y a un employeur qui nous demande les attestations pour congé de deuil. Effectivement, si vous voulez, dès que vous avez connaissance d'un arrêt, enfin, qu'il y a un deuil dans la famille de votre salarié, donc on rappelle, hein, c'est pour les enfants Et les personnes à charge de à moins de 25 ans, 25 oui. ans, votre salarié peut bénéficier d'un congé de deuil de 8 De huit jours jours, il me en semble, jours oui. calendaires. Mm. Et dès lors qu'il souhaite bénéficier hein, du congé de deuil, vous pouvez nous faire une attestation C'est ça. au risque congé de deuil. Voilà, donc c'était pour la question sur le Mm. risque congé de deuil. Les signalements DSN, toujours pas prévus pour les agents fonctionnaires titulaires de main 28 heures. Effectivement, j'ai eu l'information récemment. Pour l'instant, c'est toujours pas d'actualité, hein. Il faut impérativement passer par des saisies net entreprises. J'ai pas d'échéance à vous donner quand Mm. c'est que ça sera possible. Pour les contractuels, hein, j'ai vérifié cette semaine, c'est possible, hein, il n'y a pas de souci. Si vous avez des contractuels qui cotisent à l'IRCANTEC, par contre, pour les fonctionnaires de moins Ouais. de 28 heures, pour l'instant, les signalements DSN ne passent pas et j'ai pas pour l'instant de calendrier Vérifier. sur la possibilité et la faisabilité des signalements DSN. Donc, pour l'instant, effectivement, c'est contraignant si vous avez des fonctionnaires qui cotisent du coup Oui, au régime fonctionnaire et qui font moins de 28 heures, hein, ils sont pris en charge par la CPM, mais c'est impérativement, il faudra faire une saisine manuelle sur complètement. Net Entreprise. Voilà. Est-ce qu'il y avait encore d'autres questions, Océane? Alors, on a une petite question sur la subrogation, mais vous anticipez un petit peu, on va vous répondre On tout la à l'heure. garde sous le coude Voilà, pour tout ce qui est c'est ça, subrogation. on la garde sous le coude pour tout à l'heure. On y reviendra dans les bonnes pratiques. Ben, je te laisse tout de suite la parole pour commencer Il les n'y a bonnes pas de souci. pratiques et puis on reprendra au reste des questions si on n'a pas Exactement. apporté de réponses. Alors tout de suite avec toi, Océane, on va revenir sur les bonnes pratiques déjà de trois points C'est ça. essentiels hein, qui permettent hein, l'étude des droits. Donc tu vas revenir sur le dernier jour de travail, l'étude des droits et les salaires. Et je te laisse Exactement. démarrer avec le dernier jour de travail. Merci Mathieu. Exactement. Donc, on va commencer par le DGT, hein, à savoir que l'étude des droits, elle se fait vraiment en fonction hein, du DGT que vous alimentez sur l'attestation de salaire, mais aussi en fonction des salaires indiqués. Donc, on le rappelle toujours, hein, le dernier jour de travail se situe toujours à la veille de l'arrêt, hein, que ce soit un dimanche, un jour férié, c'est tout le temps la veille de l'arrêt. Là, dans notre exemple, votre salarié, il est absent le lundi 15 février au matin pour une maladie. Eh bien, le dernier jour de travail, ce sera le dimanche 14. Par contre, il y a quand même une petite exception, c'est si votre salarié a déjà entamé sa journée de travail. À savoir que toute journée entamée est due par l'employeur. Donc là, votre salarié, il a toujours travaillé le lundi 15 février. Par contre, pour X ou Y raison, il est rentré chez lui entre midi. Son médecin lui prescrit alors un arrêt à compter du 15. Eh bien, son dernier jour de travail, ce sera bien le 15 parce qu'il a bien travaillé la journée. Alors, Voilà, je te donc laisse ça juste. c'était pour la Voilà, maladie. Petite parenthèse pour l'accident de travail, hein, c'est un petit peu mm, la même règle, hein, mais on voulait vous en parler. Donc dans le cadre d'un accident de travail qui a entraîné tout de suite un arrêt immédiat, c'est-à-dire que votre salarié est venu travailler le lundi 15, sur sa journée de travail, il a eu un accident de travail le 15 et il est allé voir son médecin, hein, le médecin traitant, qui lui a fait le certificat médical initial hein, pour constater l'accident de travail. Et également, il lui a tout de suite mis en arrêt de travail à compter du 15. Donc là, le dernier jour de travail a indiqué, hein, votre salarié avait entamé sa journée de travail. Donc le dernier jour indiqué sur l'attestation de travail en accident de travail, ça sera le 15. Y compris pour les accidents de trajet, hein. Le salarié, il a un accident de trajet quand il arrive, enfin quand il fait son trajet pour venir travailler, on considère que la journée est déjà entamée, hein. Même s'il n'est pas mhm, arrivé sur son lieu de travail, il se rendait sur son lieu de travail. Donc là, la journée à déclarer, ça sera également le 15, le jour de l'accident de trajet.
Autre cas, c'est le cas où votre salarié a eu un arrêt de travail, mais a posteriori. C'est-à-dire concrètement, il a eu un accident de travail le 13, mais ça n'a pas entraîné directement un arrêt de travail, hein. Il se sentait voilà, encore apte à travailler, donc il a continué à travailler pendant 2 jours, hein, le 13 et le 14. Et finalement, le 15, il va voir son médecin parce qu'il voit que son état n'est pas compatible avec l'exercice de son activité professionnelle. Le médecin voit que c'est en lien avec l'accident de travail qu'il a eu 2 jours plus tôt, donc il le met en arrêt à partir du 15. Là, le dernier jour de travail, ça sera la veille, ça sera le 14, parce que le 15, il n'avait pas entamé sa journée de travail. Donc, arrêt à compter du 15 lié à un accident de travail. Le dernier jour, ça sera la veille, c'est-à-dire le 14, finalement, qui correspond également, dans notre cas, au dernier jour réel. Exactement. Voilà pour le dernier jour indiqué en accident de travail. Petit point sur un gros morceau, le dernier jour de travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, hein. C'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué de vous y retrouver. Alors là, on va prendre le cas, hein, d'un mi-temps thérapeutique qui succède à un arrêt temps plein. Donc ici, dans notre cas, votre salarié a un arrêt temps plein qui va du 7 septembre jusqu'au 14 décembre. Donc là, c'est du temps plein. Pour le temps plein, Océane a donné la règle, c'est toujours la veille, hein. Peu importe que ça Exactement. soit un jour férié, travaillé, un dimanche, c'est toujours la veille. Donc, dès lors que vous allez faire l'attestation pour le temps plein, ça sera la veille, c'est-à-dire le 6 septembre. À l'issue de son arrêt temps plein en décembre, votre salarié enchaîne sur un temps partiel thérapeutique du 15 jusqu'au 31 décembre. Et ben, dès lors que le mi-temps s'inscrit dans la suite de l'arrêt temps plein, il faudra reprendre le dernier jour du temps plein. C'est-à-dire, quand vous allez faire l'attestation de salaire pour la perte du 15 jusqu'au 31 décembre, il faudra reprendre le dernier jour de travail au 6 septembre. Et à l'issue, votre salarié reprend à temps plein, hein, c'est-à-dire à Mhm. partir du 1er janvier jusqu'au 10 janvier. Bah là, c'est une attestation de salaire à temps plein. C'est Donc, on ça. réapplique la règle de Océane. On met la veille de l'arrêt. Donc, ici, quand vous allez saisir ou par signalement DSN ou net entreprise le temps plein, il faudra nous indiquer un dernier jour de travail au 31 décembre. Voilà au niveau du mi-temps. En fait, quand le mi-temps s'inscrit dans la continuité d'un temps plein, il faut simplement reprendre le dernier jour de travail de l'arrêt de temps plein qui précède le temps partiel thérapeutique. Je reste juste sur le mi-temps. Malheureusement, Sylvie, vous nous avez demandé à quand les attestations de salaire en DSN pour le temps partiel thérapeutique. Malheureusement, ça ne fonctionne toujours pas, hein. Il faut continuer Ouais. de passer par Net Entreprise, hein. On sait que c'est pas très, très... Normalement, ouais. courant 2025, on n'a pas Ouais. encore d'informations. C'est vrai que ça avait été Ah, vous êtes possible. triste, Sylvie. Ça avait été possible l'année dernière, hein. Il me semble qu'il y avait eu des signalements DSN pour les mi-temps Mm, thérapeutiques. Malheureusement, quand les attestations se rematérialisaient c'est côté ça. TPM, C'était pas... ça donnait des pertes par jour. C'était pas juste Non. du tout. Mm, Donc, du coup, elles ont tout de suite été stoppées. Et pour l'instant, il faut continuer à faire des attestations par net c'est entreprise au ça. niveau des temps partiels Mm. thérapeutiques. A priori, ça devrait arriver courant 2025. Mais Mais on on n'a n'est pas encore pas... le calendrier qui a C'est ça. été validé. Mm, Donc, on attend des informations au niveau de la caisse nationale et pour l'instant, effectivement, c'est ça. les temps partiels thérapeutiques, même si vous pouvez déjà Mm, alimenter dans vos DSN mensuels, les attestations de salaire ne se génèrent c'est pas ça. par DSN. Il faut impérativement les saisir sur Net Entreprise dès que le mois est échu. Et oui, exactement, hein, effectué à terme échu, hein, c'est-à-dire que là, nous sommes en octobre, donc toutes les mi-temps du mois d'octobre, vous pouvez les faire qu'au mois de novembre. C'est Voilà. ça. Alors, on avance un petit peu, on va passer maintenant à tout ce qui est étude des droits. Et on va d'abord voir tout ce qui concerne un salarié standard. Donc, quand on dit un salarié standard, hein, c'est un salarié qui a un contrat de travail un petit peu régulier, des salaires réguliers. Donc, pour tout ce qui est arrêt inférieur à 6 mois, l'étude va se faire sur les heures effectuées sur les 3 derniers mois, donc, ou alors les salaires cotisés dans les 6 derniers mois. Oui, c'est ça, 3 derniers mois ou les 6 derniers mois, pardon. À savoir que l'assuré doit avoir travaillé au moins 150 heures de travail ou alors assimilé, ou alors, donc c'est bien les 3 mois civils ou 90 jours consécutifs. Ça a son importance, C'est hein, parce ça, que oui, parfois pour les nouvelles embauches, on n'a pas les heures requises sur les trois c'est derniers ça. mois, mais à savoir qu'on peut aussi calculer sur les 90 Jours jours qui plus, oui, précèdent le dernier jour de travail. Donc parfois, s'il a un arrêt en fin de mois, donc on peut encore prendre les c'est heures ça, qu'il a fait dans le mois en cours. Donc on peut retrouver les 150 heures grâce aux exactement. 90 jours qui précèdent le C'est dernier ça. jour de travail. Alors, du coup, on vous a fait un petit exemple. Donc là, vous avez un arrêt de travail du 15 juillet 2023 au 31 août 2023.
Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, quand c'est un arrêt de travail, même si le DJT, c'est bien là le 14 juillet, on ne travaille pas, mais il faut toujours qu'il soit à la veille. Je prends au passage une question qu'il y avait dans le chat, hein, Oui. qui nous posait si le salarié est en congé payé, quel dernier jour de Ah, travail est indiqué. Donc, si ici votre salarié a des congés payés, il faudra toujours indiquer la veille, hein. On considère les congés payés comme un jour travaillé, hein. c'est ça. Donc, vous mettez, même s'il est en congé Mm. payé, hein, vous mettez la veille de l'arrêt de travail. Donc là, dans notre cas, hein, l'assuré est bien en arrêt de travail à compter du 15 juillet 2023. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? Nous, on va chercher donc les 150 heures sur les 3 derniers mois, donc à savoir avril, mai, juin. S'il a bien travaillé 150 heures, pas de souci, on peut effectivement indemniser l'arrêt. S'il n'a pas les 150 heures, on peut faire une autre étude. Exactement. Donc, on peut regarder si il a un montant de cotisation sur 1015 fois le SMIC horaire sur les 6 mois précédant son arrêt de travail. Donc là, on va remonter jusqu'à partir du 1er janvier. Donc ça, c'était pour les arrêts de moins de 6 mois. Là, par contre, on va passer aux arrêts supérieurs à 6 mois. Donc, c'est-à-dire que nous, côté CPM, on peut indemniser donc un arrêt de travail jusqu'à 6 mois et à partir du 6e mois plus un jour, non, oui, 6e À mois plus partir un c'est jour, c'est ça, on va du coup refaire une étude. Là, il y a plusieurs conditions qui doivent être remplies. C'est-à-dire que votre salarié doit pouvoir justifier d'une immatriculation depuis au moins 12 mois à la date de l'interruption de travail. C'est-à-dire qu'il doit au moins cotiser pendant 12 mois. Et également, il faut qu'il ait travaillé 600 heures de travail salarié ou assimilé sur les 12 mois civils ou les 365 jours consécutifs. Ou alors, donc là, pareil, hein, on parle en une fois de cotisation, donc il faut qu'il ait cotisé au moins 2030 fois le SMIC horaire sur les 12 mois civils. Donc concrètement, sur notre petit exemple, votre salarié, il est toujours en arrêt initial à compter du 15 juillet. Donc le DJT, c'est bien le 14 juillet, hein, il est bien en maladie pendant plus de 6 mois. Là, on va regarder quoi? On va rechercher donc sur les 6 mois, les 12 mois précédents, donc de juillet 2022 à juin 2023, s'il y a bien travaillé soit 600 heures ou s'il a bien cotisé à 2030 fois le SMIC horaire. Ensuite, donc bien s'ajouter les 12 mois d'immatriculation. Donc cette condition, ce sont bien les conditions administratives. Par contre, il faut également une condition médicale, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il faut, côté CPM, que nous ayons un accord du service médical pour pouvoir dire que pouvoir indemniser au-delà de 6 mois, en voilà, fait. que l'arrêt est C'est médicalement ça, justifié et qu'il justifie une indemnisation là de 6 c'est mois. ça. Petite précision que je rajoute, c'est-à-dire que dès lors que l'arrêt arrive à 6 mois, vous avez également une obligation en tant qu'employeur, vous devez saisir une attestation de plus de 6 mois. C'est Donc, ça. on reviendra tout à l'heure, hein, sur cette attestation de plus de 6 mois, comment la faire, parce que vous allez voir qu'en fonction d'un signalement DSN ou d'une saisie d'interentreprise, ce n'est pas les mêmes, j'allais dire, les mêmes démarches à faire. Donc, on Exactement. reviendra sur cette attestation de plus de 6 mois en fin de webinaire. Mais on insiste bien juste sur, il faut bien les trois conditions en fait, hein, donc deux administratives et une médicale. Donc les 600 heures travaillées sur les 12 mois d'immatriculation et bien l'accord du service médical, hein. Franchement, s'il y en a une qui manque, bah, C'est un refus. malheureusement, ouais, soit c'est un refus, soit le dossier il est bloqué et là, il n'y aura pas d'indemnisation. C'est vraiment très important. Maintenant, on va passer aux salariés discontinus. Donc, nous, tout ce qu'on appelle salariés discontinus, hein, c'est un petit peu ceux qui ont une profession à caractère saisonnier, c'est-à-dire tout ce qui est VRP, intérimaire, ou même les assistantes maternelles indemnisées en chèque césure. Donc là, l'étude pour le versement, il va s'effectuer donc sur les heures effectuées ou les salaires cotisés des 12 derniers mois. Donc, à savoir qu'il faut que le salarié ait travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l'arrêt de travail, ou alors avoir cotisé sur un salaire d'au moins égal à 2030 fois le montant du SMIC horaire au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Donc là, on vous a refait un petit exemple, hein. Donc, vous avez toujours pour un arrêt inférieur à 6 mois. Donc, le dernier jour de travail, c'est toujours le 14 juillet, hein. Donc, l'arrêt de travail commence le 15. Et bien là, on va faire l'étude des 600 heures ou des 2030 fois le SMIC horaire, donc à partir du 1er juillet 2022. Donc, on va rechercher de juillet 2022 à juin 2023 si l'assuré a bien travaillé ses 600 heures ou cotisé les 2030 fois au SMIC horaire. Ce qui est un petit peu plus simple pour nous quand c'est un salarié discontinu, hein, c'est que l'étude est déjà faite au niveau d'un arrêt inférieur à 6 mois. Donc, c'est déjà fait sur les 12 mois précédents. Et c'est la même règle que pour un salarié standard. C'est-à-dire qu'on va également, pour regarder s'il a le droit à un paiement au plus de 6 mois, s'il a bien travaillé, donc les 600 heures ou les 2030 fois le SMIC sur les 12 mois d'immatriculation et également donc la condition médicale, l'accord du service médical.
Ouais. Donc là, c'est vrai que c'est un peu plus simple pour nous de voir Ah. s'il a tout de suite le droit ou pas. En fait, quand l'arrêt arrive à Mm. 6 mois, on a déjà fait la première étude des heures ou des C'est salaires ça, quotidiens, étant donné qu'on avait déjà fait cette étude au moment du début de l'arrêt. On a juste à vérifier les 12 mois d'immatriculation et l'accord du service c'est ça. médical. Donc, c'est vrai que l'étude est un petit peu plus simple Oui, parce qu'il y a mm, déjà une partie de l'étude qui a été faite c'est au ça. démarrage de l'arrêt de travail. Voilà au niveau des études des droits. Donc, c'était ces éléments que vous devez compléter sur l'attestation de salaire. Au niveau du Maintenant, calcul. on va voir donc en premier hein, les salaires qu'on va prendre en compte. Alors, comme on l'a dit, hein, pour les cas standards, c'est bien les 3 mois précédant l'arrêt de travail et tout ce qui est cas particulier, cas discontinu. Hein. Donc, je le répète, intérimaire, CESU, VRP, c'est bien les 12 mois précédant l'arrêt. À savoir que ces salaires sont quand même soumis à un plafond à la CPM de Moselle, donc enfin, le CPM dans Oui, toutes c'est les autres un DRF, oui, plafond voilà. voilà, qui est fixé au niveau C'est national. ça, oui, national. Et donc en 2023, le 1er janvier, on était aux alentours de 3 076 euros. Au mois de mai, on était aux alentours de 3 144 euros. Et là, donc en 2024, on a un plafond de 3 180 euros. Voilà, on vous a mis Oui, un petit peu l'historique des plafonds parce que parfois il y a des employeurs qui subrogent c'est et ça. qui essayent de calculer hein, le montant de l'indemnité journalière. Donc on vous a remis les derniers plafonds, mais actuellement pour un arrêt qui démarre actuellement hein, en En octobre octobre, 2024, on est sur un plafond hein, qui est de 3 180,46 euros. c'est ça. Donc un de vos salariés qui gagne 3 500 euros, le salaire sera bien plafonné à 3 180,46 euros. On le précise aussi tout de suite, mais on le verra dans l'exemple, Mm, hein, si jamais vos salariés dépassent les plafonds, il faut bien nous mettre les salaires réellement c'est cotisés. ça. Il ne faut Mm, surtout pas limiter hein, sur oui, l'attestation les plafonds. C'est nous, de notre côté, quand on fait le calcul, on limite les salaires au plafond. Mais vous, si votre salarié a un salaire avec les primes exceptionnelles en décembre de 5 000 euros, mm, vous mettez bien un salaire de 5 000 euros sur c'est ça. l'attestation de Mm. salaire. C'est pas à vous de plafonner, c'est nous qui le faisons automatiquement. Ensuite, donc, on a bien indiqué donc, pour les cas standards, lorsque la période de référence est incomplète, là, par contre, il faudra bien rétablir le salaire. Dans quelle situation est-ce qu'on va rétablir le salaire? Alors, lorsqu'il s'agit d'une nouvelle embauche, et là, on insiste bien, lorsque une nouvelle embauche, c'est uniquement pour le mois de l'embauche. Là, on vous avez fait un petit exemple, hein, vous avez une nouvelle embauche le 20 février 2023. Donc là, la période de référence dans notre attestation de salaire, on est de janvier 2023 au 31 mars 2023. Donc on est d'accord que votre salarié n'était pas au sein de votre effectif en janvier 2023, puisque vous l'avez embauché en février. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez mettre un salaire réel à 0 euros, et quand vous allez rétablir, vous mettez également 0 euros. Par contre, pour le mois de février, comme il a été embauché au 20 février, là, vous allez pouvoir rétablir son salaire. Hein. Donc, vous mettez le salaire réellement perçu du 20 au 28 février. Et ensuite, vous pouvez le rétablir hein, au salaire qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé tout le mois. Et puis, pour le mois de mars, hein, il n'y a pas de problème. Là, vous mettez donc le salaire qui est sur sa fiche de paie. Vraiment, attention à la nouvelle embauche. Ensuite, donc, on peut rétablir lorsqu'il s'agit d'une absence maladie, maternité, paternité, une journée donc citoyenne, une absence en accident de travail ou maladie professionnelle, de la fermeture temporaire de l'établissement, hein, si c'est pour des congés payés ou des intempéries, ça arrive, d'une absence autorisée par l'employeur d'un temps partiel thérapeutique, d'une période de chômage partiel ou d'une grève. Par contre, on a trois cas où vous ne devez absolument pas rétablir le salaire. C'est lorsqu'il y a une absence non payée ou non autorisée, lorsqu'il y a une mise à pied ou pour une journée de solidarité. C'est vraiment les trois cas où il ne faut pas rétablir le salaire. Petit point, donc juste pour vous donner la Oui, règle, hein, ce n'est pas lié spécifiquement aux attestations de salaire, mais c'est juste la règle du calcul de oui. l'indemnité journalière. Alors, il faut savoir que l'IJ maladie, elle est égale à 50% du revenu d'activité antérieure. Et elle est due pardon, pour chaque jour, ouvrable ou non. Le revenu, donc, il représente le revenu moyen que percevait votre salarié avant son arrêt maladie. Donc, il est également égal à la somme des salaires de référence, donc comme l'a dit, limité à un plafond, divisé par le nombre de jours de la période. C'est-à-dire que pour une période de référence de 3 mois pour un salarié standard, on va avoir un diviseur de 91,25. Donc, ça correspond Au au jour hein, jour, hein, qu'il y a sur 3 mois. c'est ça. Et pour un salarié discontinu, donc on a un diviseur de 365 jours qui correspond à une période de référence de 12 mois. Donc finalement, on va additionner les C'est ça. salaires et on va diviser par 91,25 ou Ou par par 360. 365 jours. C'est ça. Et ça va nous donner le revenu d'activité antérieure, C'est ça. c'est-à-dire le salaire que percevait le salarié par jour avant son arrêt de travail. Exactement. Et à ça, bien sûr, on rappelle hein, que le montant de l'IJ maladie, c'est bien 50% du revenu d'activité antérieure.
Il faut également savoir que l'indemnité journalière LIJ, elle est soumise aux prélèvements sociaux. Donc, on le rappelle, hein, 0,5% pour la CRDS et 6,2% pour la CSJ. Également, elle est soumise à l'impôt sur le revenu, sauf par contre si elle est en lien avec une affection de longue durée exonérante, donc que nous on appelle ALD. Et puis, il faut également savoir qu'il y a bien l'indemnité journalière minimum et maximum, hein. Donc, pour maximum, on l'a redit, hein, c'est la limite du plafond, hein. Et donc, on ne peut pas verser plus que 52,28 € par jour. Mais par contre, en maladie, hein, donc l'assuré ne peut pas percevoir à compter du premier jour du 7e mois d'incapacité continue, donc tout risque confondu, une IJ inférieure à l'IJ minimum fixée par un arrêté. Donc l'IJ minimum, elle est égale à 1/365e du montant minimal annuel de la pension d'invalidité. Et au 1er janvier 2024, elle était à 10,79 €. Non, c'est vraiment l'indemnité C'est vraiment ça. minimum Mm, qu'on doit verser à partir du septième mois de l'arrêt de travail. exactement. Petit cas, alors avant de passer sur d'autres bonnes pratiques, on voulait juste quand même refaire un petit exercice avec vous sur les salaires, parce que souvent on se rend compte qu'en tant qu'employeur, il y a parfois des erreurs sur les rétablissements de salaire. Donc là, on vous a fait un petit exemple pour voir un petit peu ce que vous aurez mis sur l'attestation de salaire, et puis on vous donnera la bonne réponse à l'issue. Donc je fais mon petit exemple. Votre salarié, il est en arrêt en décembre 2023, le 11 décembre. Le dernier jour à indiquer sur l'attestation de salaire, ça va être la veille, c'est-à-dire le 10 décembre 2023. Notre salarié, c'est un salarié standard. La période de référence pour l'étude des droits et le calcul, ça va être les mois de septembre, octobre, novembre. Alors, on ne va pas vous faire tous les mois, on va juste faire un mois. Par exemple, en octobre. Donc, votre salarié, il a 7 fiches de paye en octobre. Donc, c'est-à-dire qu'il a un salaire à 1 800, il a eu une retenue pour une absence non autorisée à 200, une prime d'ancienneté et de qualité à 200 € chacune, un rappel d'heures supplémentaires 200 € et une partie du 13e mois à 700 €. Quel est le salaire du coup que vous allez indiquer sur l'attestation de salaire? Alors, est-ce que c'est un salaire réel ou un salaire rétabli, hein? Je vous laisse du coup voir. Alors, je vais juste lancer le sondage pour vous permettre de répondre. Oh, il est en haut. Il est en haut, Non, on me plus. dit. Il est en haut, sondage. Tac. Et je vous laisse du coup répondre. Tac. Alors, le sondage arrive, donc il n'y a forcément qu'une bonne réponse. Donc, est-ce que vous allez indiquer sur l'attestation un salaire réel ou rétabli à 2 800? Est-ce que vous allez indiquer 2 900 ou est-ce que vous allez indiquer 3 000 €? Donc, je vous laisse un petit peu le temps de répondre, hein. On va vous donner la correction dans quelques instants. Alors, il y a encore quelques réponses. Donc, on vous a fait un exemple assez Mm. simple, hein, Mm. pour pas, voilà, c'est juste pour vous donner la logique, hein, pour que ça soit clair pour vous si vous faites des attestations nette entreprise. Alors, je clôture le sondage, tac, et je vous partage les résultats. Donc, il y a 62% qui ont dit Mm. qu'il fallait mettre 2 800 €. On a un petit 8% à 2 900 et on a 30% des employeurs qui disent qu'il faut mettre 3 000 €. Alors, on a une bonne et une moins bonne nouvelle. On a 62% qui ont la bonne réponse et malheureusement, on a 38% qui auraient fait une Ah oui. faute sur l'attestation de salaire. Alors, on va vous donner la bonne réponse, hein. Effectivement, c'était bien 2 800 € qu'il fallait indiquer sur l'attestation de salaire. Alors, pourquoi 2 800? On va reprendre la fiche de paye ensemble. Donc, votre salarié, il cotise sur le salaire de base, 1 800 €, on les prend. L'absence non autorisée qui avait été déduite, bah, il faut bien la déduire. Elle ne C'est ça. donne pas lieu à un rétablissement parce que c'est une absence non autorisée par l'employeur. Donc, les 200 € qui ont été déduits, bah, il faut les laisser C'est déduits. ça. Il ne faut pas les Mm. rétablir. Donc là, on repasse à 1 600 €. Après, on rajoute la prime, donc on remonte à 1 800 €. La deuxième prime, on arrive à 2000 2000 euros. euros, 2200 €. 2200. Après, on rajoute le rappel, on est à 2300. Et puis, on rajoute les 700 €. J'ai dû faire une faute Tu de as fait une petite calcul. faute de calcul, Le calcul, je Mauricia, me à suis 2800 trompé. euros, oui. Mais on sera bien à 2 800 Mm. € parce que du coup, là, on est à 2000, 2200, 2300. Mais il y a une erreur de calcul quelque part. Mais On est il y a bien à une coquille 2800 quelque euros. part. Mais on fera bien. Bah non, du coup, c'est pas 2000, 2000. Bon, dans tous les cas, il y a une erreur dans le calcul. On aurait fait aussi une faute. Mais il faut pas, en tout cas, l'idée, c'est qu'il ne faut pas déduire les 200, il ne faut pas les rétablir. Je veux dire, il faut bien les enlever, les déduire. Donc, du coup, bon, on était parti sur un salaire à 2 000 €, mais je pense qu'il y a la prime qui s'est rajoutée ou dans notre calcul, heureusement qu'on ne calcule pas des IJ tous les jours, hein. C'est ça.
Il y a une petite erreur quelque part, mais l'absence non autorisée, en tout cas, il ne faut pas la rétablir. Donc, on va partir sur un petit calcul du coup du montant de l'indemnité journalière. Donc, on vous a fait une attestation à côté. Donc, septembre, octobre et novembre. Donc, ici, comme on l'a dit avant, hein, pour le calcul d'un salarié standard, on va prendre les salaires des rétablis ou les salaires réels. Voilà. Donc, ici, dans le calcul, on va prendre nos 2300, nos 2800 et les 4000 qu'on va du coup plafonner. On rappelle, hein, il y a une histoire de plafond. Donc, pour le dernier mois, on va plafonner à 3 144,96 €. On va additionner les trois salaires qu'on divisera par 91,25. Donc ça va nous donner notre revenu d'activité antérieure. Donc concrètement, votre salarié, avant son arrêt de travail, il avait 90,36 € par jour. Comme le disait Océane, en maladie, hein, le montant correspond à 50% de ce gain journalier. Donc, du coup, on reprend 90,36 €, on divise par 2, ça nous donne du coup une indemnité journalière. Le montant brut, il est de 45,18 €. À savoir que sur ce montant brut, il y a toujours les déductions, hein, de la CRDS et de la CSG. Voilà, au niveau du calcul de l'indemnité journalière. Bon, Mathieu, bonne nouvelle, les employeurs sont d'accord avec nous pour les 2800. Le 2800, calcul est juste. il était juste parce qu'il y avait un 700, on était Le à... calcul est juste. D'accord. Bon, on fait confiance du coup aux employeurs. C'est C'est- ça, Donc, on était bien sur 2800 et il ne fallait pas exactement. rétablir l'absence non autorisée. Alors, autre petit point sur les bonnes saisies, hein, sur les bonnes Mm. pratiques. Donc là, on va revenir pas sur l'étude des droits, mais on va revenir sur les autres éléments que comporte l'attestation de salaire et qui sont importants également. Donc du coup, on va revenir sur le risque, sur le SIRET de l'établissement et sur la subrogation. Donc ça va permettre de répondre à quelques questions, je crois, sur la Mm. subrogation. Oui. Donc, je commence tout de suite avec le SIRET. Alors, attention au SIRET que vous utilisez lorsque vous faites les attestations de salaire. À savoir que en signalement DSN ou même sur Honnête Mm. Entreprise, vous pouvez passer par un SIRET centralisateur. Donc, qu'est-ce que c'est cette histoire de SIRET centralisateur? Ben, concrètement, ici, on va avoir un SIRET C qui va gérer toutes les attestations de salaire pour tous les sites. Et pour des questions, on va dire, de simplification, parfois, c'est plus simple d'avoir toutes les indemnités journalières, peu importe le site de rattachement, sur le même SIRET. Comme ça, tout est centralisé sur le même SIRET et au niveau des bordereaux de paiement, peu importe que votre salarié dépende du Oui. site A, du site B ou du site C, quand vous allez pointer les indemnités journalières, tout sera versé sur le SIRET C. Alors, pour faire des attestations avec un SIRET centralisateur, ça se paramètre Mm. dans le logiciel, hein. Comme ça, quand vous faites des signalements DSN, peu importe que votre salarié soit A, B ou C, l'attestation va se générer sur un SIRET centralisateur et ça sera sur le SIRET centralisateur C. Si vous faites du net entreprise, pareil, vous vous connectez toujours sur le même SIRET et les indemnités seront versées sur ce SIRET. Donc, c'est vraiment pour, on va dire, une question de Oui. logistique et de pratique de simplification. Si vous subrogez, demandez à ce que tout soit versé sur le même SIRET. Par contre, attention, ça pose Mm. parfois quelques soucis côté CPM. Alors, je vais m'expliquer un petit peu. C'est surtout s'il y a des doublons, c'est-à-dire que vous faites plusieurs attestations et qu'en plus, vous faites tantôt de la DSN, tantôt des signalements, enfin des signalements DSN et tantôt Mm. des saisines net entreprise. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement, je prends mon exemple. Ici, votre salarié est rattaché à l'établissement A et en arrêt de travail. Donc, donc c'est l'établissement C Mm. qui gère les payes, qui gère tout ce qui est attestation de salaire. C'est l'établissement C qui va faire, en général, c'est souvent le siège, hein, qui fait toutes ces démarches administratives. Vous faites un signalement DSN. Le signalement DSN est paramétré pour reconstituer une attestation avec un SIRET centralisateur, hein, qui correspond au SIRET C, donc 0015. Donc l'attestation va arriver avec un SIRET 0,15. 0015. Et nous, les salaires qu'on va enregistrer seront sous le 0015. 0,015. Par contre, vous faites une attestation parce que vous avez peur que le signalement DSN ne passe pas ou pour X raison, parfois, il y a une attestation qui arrive en doublon par Net Entreprise. Et là, sur Net Entreprise, vous allez vous connecter sur le SIRET A parce que votre salarié est rattaché au SIRET A. Donc, du coup, nous, on va avoir deux attestations pour le même arrêt de travail, sauf que cette fois-ci, les salaires vont être enregistrés sur le SIRET 0028 qui correspond au SIRET A. Et là, ben, problème, nous, quand il va y avoir le paiement, ben, ça va reprendre et les salaires qui sont enregistrés sur l'attestation du SIRET centralisateur et les salaires de l'attestation Net Entreprise du SIRET de rattachement du salarié. Et nous, notre système, ben, il va prendre tous les salaires et il va payer ben, en double. C'est ça.
Donc, pour vous, c'est totalement transparent, mais le problème, c'est que nous, côté CPM, on se retrouve avec des paiements erronés parce que notre système, bah, du coup, il est assez bien construit. Mm. C'est-à-dire qu'un salarié peut avoir plusieurs employeurs. Donc, nous, c'est pas bloquant le fait d'avoir plusieurs Non. SIRET et plusieurs Mm. salaires. Mais le problème, c'est que notre système, il détecte pas que c'est le même SIRET Mm. ou le même SIREN plutôt et que c'est la même entreprise. Donc, nous, notre système, Il va s'il retrouve, forcément payer, voilà, oui. s'il retrouve plusieurs salaires sur plusieurs SIRET, Mm. bah forcément, il va tout prendre et il va payer. C'est ça. Et au niveau bah, du calcul de l'indemnité journalière, bah, forcément, on ne sera pas bon parce que bah, au niveau du calcul, on va tout doublonner au niveau Mm. des salaires. Et forcément, bah, nous, on va avoir des contrôles a posteriori et ça va entraîner des demandes de remboursement aux salariés ou à l'entreprise s'il y avait une subrogation. Donc parfois, on a des Mm. erreurs de ce type-là. Pareil, si jamais vous passez par un SIRET centralisateur, attention à la saisie des temps partiels thérapeutiques. Je m'explique, souvent vous faites votre attestation temps plein par signalement DSN, parce que c'est possible de faire des temps pleins par Mm. DSN. Donc le temps plein se génère sur un SIRET centralisateur. Et dès lors que vous allez saisir le mi-temps thérapeutique, bah, du coup, vous allez saisir le SIRET de rattachement, le 0028. Et je rappelle la règle, à temps partiel, hein, la perte mi-temps ne C'est peut ça. pas être supérieure à l'arrêt temps plein. Donc, nous, il y a un comparatif qui est obligé d'être fait. Et nous, notre système, bah, il va comparer Mm. IJ en fonction du numéro SIRET qui avait permis de faire le paiement de l'arrêt temps plein. Donc, si l'attestation signalement DSN, le temps plein est fait sur le 0,15 et que les attestations mi-temps, vous allez les faire sur le 0,28, bah, nous, on va les rejeter parce qu'on va vous indiquer que le SIRET n'est pas bon, Mm. que le temps plein avait été fait sur le C'est SIRET ça. 0015 et que par conséquent, quand vous allez faire les déclarations Mm. du temps partiel thérapeutique, quand vous allez vous connecter sur notre entreprise, il faudra reprendre ce SIRET pour que nous, notre logiciel, puisse C'est faire le ça. comparatif. Voilà, donc soyez vigilants. Si vous utilisez des SIRET centralisateurs ou non, toujours avoir à l'esprit que pour un salarié, il faut Toujours le toujours même. Mm. utiliser le même numéro SIRET, que ce soit par signalement DSN ou par saisie nette entreprise, toujours utiliser le même numéro. C'est ça. Voilà au niveau du Mhm. SIRET sur les points essentiels qu'il fallait avoir. Alors là, on va parler un petit peu de ce qu'on a vu tout à l'heure, donc l'enchaînement des rites. Donc là, on vous a fait un petit exemple pour tout ce qui est maladie, maternité. On le rappelle, donc attention, à chaque changement de risque, il nous faut une attestation de salaire. Donc là, dans notre cas, nous avons donc un arrêt à temps complet à compter du 20 mai. Ensuite, donc un arrêt de temps complet maladie, hein. Ensuite, on enchaîne donc avec un congé pathologique, donc indemnisé en maternité bien sûr, du 23 au 25 mai. Ensuite, l'assurée retourne donc en maladie du 26 au 28 mai et elle enchaîne avec son congé maternité cette fois-ci à compter du 29 mai. Donc là, on vous l'a bien mis, le dernier jour de travail, puisque tout se suit, c'est bien la veille du premier arrêt, donc c'est bien le 19 mai. Donc là, ce sera le 19 mai à indiquer sur toutes vos attestations. Et là, ils vont bien nous faire 4 attestations. Donc la première en maladie, pour indemniser du 20 au 22. Ensuite, la deuxième, pardon, maternité pour indemniser du 23 au 25. Ensuite, de nouveau une attestation de salaire maladie à compter du 26 jusqu'au 28. Et là, une attestation maternité pour le congé maternité du 29. Pourquoi est-ce que vous devez nous faire autant d'attestations? Eh bien, c'est parce que souvent, il y a des incohérences au niveau des subrogations. C'est-à-dire que peut-être que votre salarié s'est ouvert des droits à la subrogation pour la maladie, mais pas pour tout ce qui est congé pathologique ou maternité, ou alors l'inverse. Et nous, dans ce cas, ben, on ne saura pas à qui nous devons faire le paiement. Donc, très clairement, il nous faut une attestation de salaire à chaque fois pour qu'on puisse savoir si on doit indemniser vous, employeur, ou votre salarié. Voilà, on se rappelle ce que j'ai dit en Mm. webinaire, hein, l'attestation, elle permet de C'est déterminer ça, le destinataire du règlement. Donc exactement. parfois, il y a des employeurs qui subrogent le congé pathologique et pas la maternité. Parfois, en maladie, il a encore des droits. Et puis pour la deuxième maladie, il a peut-être plus de droit à C'est la ça, subrogation. Donc nous, hein, pour éviter toute erreur de paiement, il nous faut un justificatif comptable pour chaque risque. exactement. Voilà, même si on garde toujours les mêmes salaires, les Oui. mêmes derniers jours de travail, mais c'est pour savoir à qui on doit indemniser. Et puis, on rappelle juste que du coup, comme je l'ai dit, il y a un enchaînement des risques, mais le DGT, ça reste le même, hein. Tant qu'il n'y a pas d'interruption ou de trou, on va dire, entre les périodes, le DGT reste bien le même. Autre petite chose à Mhm. savoir sur les risques, hein. Donc, que faire en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle en cours d'instruction, hein? L'instruction.
Est-ce que je dois faire une attestation en maladie ou en accident de travail? Alors, on vous donne la règle. Lorsque vous avez connaissance qu'un arrêt est en lien avec un accident de travail ou une maladie professionnelle, vous devez établir une attestation au risque ATMP. Par contre, nous, on vous recommande également d'en faire une en maladie. Comme ça, le temps de l'instruction du dossier, on peut déjà indemniser le dossier en maladie. Parce que, à savoir, hein, Oui. que, en accident de travail, l'instruction d'un dossier, si jamais il y a des investigations, on peut aller jusqu'à 90 jours, donc 3 mois. Donc, s'il n'y a pas de maintien de salaire, votre salarié va être sans salaire de votre côté et sans indemnité journalière pendant 3 mois. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande en parallèle de faire une attestation maladie. Comme ça, on va pouvoir débloquer déjà une indemnité provisionnelle en maladie. Et puis, pareil, hein, en maladie professionnelle, l'instruction peut aller jusqu'à plusieurs mois. Donc, c'est pour ça, dès lors que vous avez connaissance d'un arrêt en lien avec un ATMP, faites l'attestation au risque ATMP, hein, conformément à la prescription médicale, mais également faites une attestation maladie. Comme ça, nous, on peut déclencher, que ça soit subrogé, non subrogé, on peut déclencher un paiement. Petite chose à savoir, c'est que si vous faites un signalement DSN, l'attestation se génère automatiquement en maladie, hein. Donc, vous faites votre signalement. Si vous sélectionnez risque accident de travail ou le risque maladie professionnelle, le système automatiquement y génère la bonne attestation et il génère en automatique une attestation maladie. Ce qui va permettre de faire un paiement en maladie, le temps de l'instruction. Et si le dossier est reconnu, hein, que la maladie professionnelle ou l'accident de travail est reconnu, on aura tout de suite l'attestation ATMP pour faire la régularisation. Donc, n'hésitez pas, dès lors que vous avez connaissance, faites les deux attestations, à savoir que par DSN, c'est plus simple. Le système génère C'est ça. d'office la deuxième attestation en maladie. Je reviens juste sur le congé pathologique parce qu'on a une petite question. Peut-il être inférieur à 14 jours? J'ai le cas d'un salarié qui a pris 13 jours. Alors effectivement, en fait, c'est 14 jours maximum, mais si votre salarié veut prendre donc 3 jours par-ci, 4 jours par-là, 5 jours par-là, c'est possible. C'est pas obligé de prendre les 14 jours, mais en tout cas, le congé pathologique, il est bien de 14 jours maximum. Alors, on avance, hein, parce que je Oui, vois, on je vois voit le temps, l'heure, c'est ouais, ça. on a un petit peu de retard, mais c'est pas bien grave, on va essayer d'avancer dans le support. Au niveau de la Alors, subrogation. subrogation. On voulait vraiment attirer votre attention sur le fait que nous ne pouvons enregistrer qu'un RIB par siret. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs RIB, il faut impérativement indiquer le même RIB sur toutes vos attestations de salaire, que ce soit DSN ou net entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre système va rejeter en fait s'il a déjà un RIB enregistré dans la base de données et que là, vous indiquez donc un autre RIB. Donc nous, forcément, on va se dire que vous changez de RIB, on va le prendre en compte, on va modifier nos bases de données. Mais si quelques jours après, vous nous renvoyez une autre attestation avec un autre RIB, bah là, on va se poser la question. Et forcément, notre logiciel nous va bloquer et plus d'attestations ne pourront être indemnisées parce qu'on ne saura pas quel RIB prendre en compte. Donc vraiment, faites attention et ne mettez que le même siret pour tout, le même RIB pardon, pour tous les sirets. Également, en cas de subrogation, on a eu la question tout à l'heure, hein, qu'est-ce qu'on doit mettre comme date? Il faut bien sûr indiquer la période de la subrogation Maximal. maximale, hein, c'est ça prévu par votre convention collective. Il ne faut surtout pas la limiter à la prescription de dépôt parce que sinon, il y aura beaucoup d'erreurs de paiement en cas de prolongation. C'est-à-dire que si vous avez un arrêt du 1er au 15 initial et que vous mettez une subrogation du 1er au 15, si derrière on a une prolongation du 16 au 30, bah, malheureusement, si vous ne mettez pas la subrogation, le paiement partira à l'assuré. Donc vraiment, indiquez bien la période maximale prévue dans votre convention collective. Également, hein, il a été constaté sur plusieurs logiciels de paye que les dates sont enrichies automatiquement avec les dates d'arrêt, hein. Donc pensez bien à modifier la date de fin de subrogation, comme je l'ai dit, en fonction de votre convention collective. Et on le rappelle, hein, que c'est à la charge de l'employeur, que ce n'est pas imposé par la CPM. Nous, on ne vous dit pas quelle période mettre, hein, c'est vraiment à vous de vous rapprocher de votre convention collective. Voilà. Et pareil, hein, Mm, souvent, on a aussi des problèmes côté CPM. C'est que souvent, quand vous faites des signalements DSN, il y a un RIB qui est paramétré. Et quand vous faites une mm, saisie nette entreprise, vous mettez un autre RIB. Donc, c'est ça, forcément, nous, dans nos logiciels, l'attestation, elle ne passe pas parce c'est qu'il ça. y a un message en disant merci de changer le RIB. L'employeur a changé de coordonnées bancaires. Donc, soyez vraiment vigilants à bien paramétrer le même RIB partout. Et Mm, si jamais vous saisissez une attestation sur Net Entreprise, à remettre le même RIB qui est déjà paramétré en DSN. En fait, nous, on ne peut pas enregistrer plusieurs RIB c'est ça. Par par tirette. SIRET. Mm, On est obligé d'enregistrer un RIB. Et s'il y a une attestation qui arrive avec un autre RIB, bah ouais, forcément, nous, pas on de a des souci. messages d'erreur. Il faut qu'on change les coordonnées bancaires. Donc, c'est vraiment le message qu'on voulait faire passer. Et effectivement, Nathalie, je rebondis sur votre question. Doit-on saisir le RIB à chaque demande de subro ou
est-il enregistré par vos services? Il faut absolument que vous le renseigniez à chaque demande, hein, parce que si vous ne le renseignez pas, nous, le paiement part à l'assuré. Donc, c'est vraiment important de le mettre sur chaque attestation de salaire si vous pratiquez la subrogation. Alors, on va avancer. Je sais qu'il y a pas mal Oui, de questions, c'est mais on ça. essaiera d'y répondre en fin de webinaire. Juste petit focus donc, sur cette attestation de Mm, plus de 6 mois. On l'a dit un petit peu avant, donc je vais passer assez rapidement. Il faut la saisir c'est ça. dès que vous avez un arrêt qui est supérieur à 6 mois. C'est vraiment une attestation qui est nécessaire au niveau assurance maladie pour pouvoir indemniser au-delà. Parce que nous, comme l'a expliqué Océane, on est obligé de faire une nouvelle étude, cette Mm, fois-ci sur les heures ou éventuellement les salaires cotisés sur les 12 derniers mois. Alors, si jamais vous avez fait une attestation initiale pour le départ de l'arrêt par Net Entreprise, bah, cette attestation de plus de 6 mois, elle est obligatoirement à faire sur Net Entreprise. On vous a remis, elle a 8 étapes. mm, Donc là également, on va avoir tout ce qui est identification du SIRET, le dernier jour de travail, le salarié, les heures et les salaires cotisés ou les heures effectuées, la signature, la validation. Donc il y a 8 étapes. C'est toujours un petit peu plus long. Ce qui est bien en DSN, si jamais vous avez fait un signalement DSN, cette attestation se génère automatiquement. C'est-à-dire, dès lors que vous allez alimenter régulièrement dans votre logiciel que votre salarié prolonge ses arrêts, dès que le système va détecter 4 mois continus d'arrêt de travail, c'est ça. il va automatiquement générer une attestation de plus de 6 mois. Donc, en DSN, c'est automatique. Vous n'avez pas besoin de saisir cette attestation de salaire. Au fait, si vous voulez, dès lors que vous allez déposer vos DSN mensuels, le système va arriver à assimiler qu'il y a 4 mois d'arrêt de travail et ça va générer cette Mm, attestation de salaire. Inversement, attention, en DSN, si jamais votre salarié a un arrêt de travail et qu'il reprend le travail, pensez bien à clôturer également le signalement DSN, c'est-à-dire à renseigner mm, la date de reprise réelle, ce qui va permettre de clôturer l'arrêt de travail dans votre logiciel de paye. Parce que souvent, on a des employeurs qui ont des petits arrêts de mm, travail, enfin des salariés oui, qui ont des petits arrêts de travail. L'employeur fait un signalement DSN mais n'alimente jamais de reprise de travail et le système va générer à mm, 4 mois une attestation de plus de 6 mois. Donc, nous, tous les mois, au niveau assurance maladie, ben, on a une assez grande masse mm, d'attestations de plus de 6 mois qui arrivent parce que tout simplement, côté employeur, vous n'avez pas mis que votre salarié a repris le travail c'est et ça. le système a assimilé qu'il y avait plus de 4 mois d'arrêt de travail et a généré une attestation en automatique. Donc, soyez vigilants. Ce n'est pas très grave en Mm, soi, il n'y a pas de paiement qui partent, mais non. c'est juste que côté assurance maladie, ben, on a tous les mois beaucoup Mm, d'attestations qui se génèrent automatiquement et parfois, c'est pour des arrêts de 1 semaine. c'est Donc, ce ça. sont des attestations de plus de 6 mois qui se génèrent Oui. à tort. Donc, Net Entreprise à saisir manuellement sur Net Entreprise, si l'arrêt arrive à plus de 6 mois. Si vous faites des signalements DSN, l'attestation se génère au bout du 4e mois Mm, automatiquement. Voilà au niveau de la saisie des attestations de plus de 6 mois. Petite dernière partie voilà, sur le la suivi des suivi. attestations et on répondra au reste des questions. Alors, pour le suivi des attestations de salaire, on va faire donc une petite partie des FN en premier, puis on continuera sur notre entreprise. Alors, en fait, on voulait vous rappeler à quel point c'était quand même important, hein, de suivre vos saisies, hein, parce que c'est vraiment le tableau de bord, en fait, qui est un outil essentiel et qui va vous dire justement si nous avons reçu l'attestation de salaire ou non. C'est-à-dire que dans vos logiciels de paye, souvent, vous allez avoir une petite coche verte, hein, qui va dire que l'attestation est en beau format, mais parfois, nous, côté CPM, on ne l'a pas reçu. Je m'explique, hein, vous avez normalement trois types de bilans, hein, qui s'affichent. Vous avez le bilan OK, hein, qui va dire qu'on a bien reçu l'attestation de salaire et qu'elle est validée. Mais attention, ce n'est pas parce qu'elle est validée qu'il y a un paiement derrière, on y reviendra. Vous avez également le bilan KO. Donc là, il y aura une petite anomalie, hein, soit le DJT est erroné, soit il y a un petit problème de salaire. Et à ce moment-là, on va vous demander une attestation rectificative. Ou alors, vous avez le troisième bilan qui est le bilan ANO. Donc là, le bilan anomalie, c'est une anomalie bloquante cette fois-ci. Et malheureusement, elle n'est jamais parvenue à la caisse. Donc le petit problème, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous ne consultez pas ce tableau de bord, peut-être que vous allez avoir des anomalies bloquantes. On ne reçoit pas l'attestation de salaire, il n'y a pas de paiement. Et là, vous vous demandez bah, pourquoi il n'y a pas de paiement. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il faut bien faire attention et bien consulter dans son tableau de bord. Je le rappelle également, hein, que, au niveau du tableau de bord DSN, il y a seulement 3 mois d'historique. C'est-à-dire Mm. que si vous ne vérifiez pas Régulièrement. régulièrement, c'est ça, et que votre salarié, je ne sais pas si vous ne pratiquez par exemple pas la subrogation, votre salarié se rapproche de vous en disant je n'ai toujours pas été indemnisé. Au bout de 3 mois, bah, vous n'avez plus en fait accès à tout ce qui s'est passé sur le tableau de bord. Donc vraiment, pensez à le consulter régulièrement. On préconise quand même, nous, au moins une fois par semaine, hein, pour être sûr que vous voyez un petit peu ce qui se passe.
Donc ça, c'était pour le tableau de Il y bord, a hein. encore un petit bout normalement pour la DSN. Ah oui, on avait vraiment mis C'est un ça, focus sur le c'est tableau de ça. bord, sur un signalement en particulier. Donc là, en fait, vous avez bien donc, le tableau de bord avec les certificats de conformité que vous pouvez consulter, mais il faut également penser à accéder au bilan de traitement. Là, vous avez une anomalie. Ici, on voit bien que c'est un flux DSN, mais par contre, elle est bloquante. Donc là, il y a une erreur lors de la constitution de la DSIJ, historique manquant, donc on n'a pas le salaire du mois de février 2023. Donc, comme je vous l'ai dit, elle est bloquante, donc par contre, on ne la recevra Voilà. jamais. En fait, il faut savoir que dès que c'est une anomalie bloquante, Voilà, c'est qu'elle n'a même pas généré d'attestation côté CPM. c'est ça. Donc, bloquante, il n'y a rien à notre niveau. Là, il faut impérativement voir quelle est l'anomalie, éventuellement voir avec votre éditeur de logiciel comment corriger cette anomalie, hein, c'est une Exactement. possibilité de Mhm. corriger. Et si l'attestation ne part toujours pas en DSN, il faudra impérativement être assez réactif et nous faire exceptionnellement une attestation par net entreprise C'est ça. pour qu'on puisse du coup Mhm. enclencher un paiement derrière. C'est ça. Donc, on insiste bien, hein, vraiment, soyez réactifs, regardez bien votre tableau de bord, parce que, si, comme je l'ai dit, si vous ne pratiquez pas la subrogation, nous, comme l'a dit Mathieu également au tout début du webinaire, on a des délais, hein, il faut absolument que nous, le salarié, soit indemnisé le plus vite possible. Si vous ne regardez pas votre tableau de bord et que vous avez une anomalie bloquante, malheureusement, vous n'allez pas être assez réactif pour faire une attestation par cette entreprise. Donc, vraiment, pensez à regarder votre tableau de bord. Et là, donc, on va passer à Net Entreprise, hein. Bien sûr, il faudra, comme on le dit, hein, lire les comptes rendus qui vous sont envoyés par mail. Donc, l'adresse mail qu'on a, c'est celle qui est renseignée sur Net Entreprise. Donc, pensez à vérifier sur Net Entreprise, justement, si les adresses mail sont bien à jour. Ensuite, je vous vois. Je te passe. Ensuite, donc, bien regarder ce qui s'affiche en fin de saisie, hein, après l'envoi de votre signalement. Et là, donc, on vous avait mis un petit compte rendu à droite. Et on vous a bien redit, hein, attention, hein, c'est pas parce que l'État pardon, est valide que ça veut dire qu'il y a un paiement derrière. Là, dans notre exemple, on va vous valider l'attestation de salaire parce qu'elle est juste, mais par contre, on n'a pas reçu la prescription médicale, donc on n'a pas l'arrêt de travail. Donc, on va vous faire un commentaire en vous disant que la prescription médicale n'est pas reçue, n'est pas parvenue à la CPM, mais votre attestation, elle est juste. Donc, on va vous valider, mais par contre, il n'y aura pas de paiement derrière. Donc, vraiment, bien faire attention à ça. Voilà au niveau du suivi. Alors, on vous laisse les contacts hein, côté assurance maladie. Donc, on vous rappelle, hein, n'hésitez pas aussi à consulter les sites hein, Net Entreprise pour tout ce qui est actualité C'est ça. Net Entreprise hein, sur la saisie des attestations de salaire, les déclarations d'accident de travail, les bordereaux de paiement, hein. Il y a toutes les informations sur le site Net Entreprise. Côté assurance maladie, notre site, nous, c'est Amélie et la rubrique entreprise. Hein, on vous l'a mis en bas. N'hésitez pas à la consulter, hein. Vous pouvez avoir toutes les informations sur tout ce qui est réglementation. Et puis les numéros de téléphone, donc si jamais il y a un souci au niveau des habilitations ou net entreprise, on vous a mis la hotline, hein, c'est le 0806 800 807. 700. Et côté assurance maladie, si jamais il y a un souci sur un dossier, Mm. vous pouvez nous contacter, hein, c'est une plateforme employeur qui est située dans la région au niveau des Vosges. Donc c'est le 36 79. Voilà au niveau des contacts hein, Contact, qui oui. peuvent être utiles. Et on va essayer de répondre du coup aux questions qui n'avaient peut-être pas Oui. donné lieu d'une une réponse durant la présentation. Et si on a, parce qu'on est un petit peu en retard, si on n'a pas le temps, vous pouvez toujours nous contacter hein, avec le sondage hein, qui va s'afficher à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à reposer vos questions. N'oubliez juste pas de mettre vos coordonnées hein, pour qu'on puisse vous recontacter. Le Mais vous sondage est inquiétez pas. anonyme, hein, je préfère C'est ça. le dire. Alors souvent, il y a des employeurs qui nous demandent à ce qu'on les recontacte, mais si Mais on n'a bien pas sûr. le nom de Mm. l'entreprise, si on n'a pas le numéro de téléphone, bah, Oui, malheureusement, c'est ça. nous, on a souvent voilà, des commentaires pour être Mm. contactés, mais on ne sait pas qui est la C'est personne qui ça. souhaitait être contactée parmi tous les Mm. participants. Donc, n'hésitez pas et puis mettez bien vos contacts, hein. Alors, juste des petites questions qui sont restées en suspens. Il y a Franck qui nous demande, est-ce qu'on peut générer une attestation de papier lorsqu'on fait un signalement DSN? Alors là, pour le coup, en règle générale, je vais dire non, mais ça va dépendre de votre logiciel de paie. Je sais qu'il y a des employeurs qui ont un logiciel qui permet de rematérialiser une partie de l'attestation de salaire. Donc là, mais globalement, il me semble que dans la majorité des logiciels, il n'y a pas de possibilité de voir la reconstitution de l'attestation de salaire. Donc, je dirais en règle générale, pratiquement la majorité des Oui. logiciels, vous ne pouvez pas avoir le formulaire papier de l'attestation de salaire qui s'est reconstitué, mais il me semble que sur certains logiciels assez rares, vous pouvez avoir quand même une trace, Mm. enfin du moins ce qui ressort au niveau de l'attestation de salaire. Donc, à voir avec votre éditeur de logiciel si c'est une fonctionnalité en plus, est-ce qu'il y a Oui. possibilité ou pas. Donc là, on va plutôt vous inviter à vous rapprocher de votre éditeur de logiciel pour voir si c'est possible.
On a une petite question aussi de Elodie qui nous dit si un salarié travaille le matin et que son médecin lui délivre un arrêt de travail l'après-midi, comment on interprète cette journée? Alors du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, toute journée commencée est due par l'employeur. C'est-à-dire que là, votre salarié, il a travaillé, admettons, on est quel jour? On est le Aujourd'hui, on est 22 le octobre, 22. voilà. On est le 22 octobre, admettons, votre salarié a travaillé le 22 octobre. Par contre, il ne se sentait pas bien, il est rentré à la maison. C'est bien une journée qui est travaillée. Donc, c'est-à-dire que vous allez bien mettre un DJT au 22 octobre. Alors, j'ai un employeur qui nous demande pour faire une déclaration DSN, faut-il absolument un logiciel de paye? Effectivement, le signalement DSN se fait dans le logiciel de paye. Donc, il faut aller sur la fiche de votre salarié et vous avez, alors ça va changer d'un logiciel à un autre, hein. Parfois, il y en a qui vont saisir un arrêt de travail, il y en a qui vont avoir saisir un signalement événementiel. Ça va dépendre au fait de l'ergonomie de chaque logiciel, mais effectivement, le signalement arrêt de travail, hein, ce qui va C'est ça. déclencher l'attestation de salaire, se fait depuis un logiciel de paye. Ensuite, on a Fabienne qui nous demande donc quelle date de fin de subrogation notée alors qu'on ne connaît pas la date finale de l'arrêt en cas de renouvellement successif. Donc, je pense en cas de prolongation, vous voulez dire. Bah, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, mettez bien la date maximale prévue par votre convention collective pour éviter toute rupture de paiement ou tout paiement erroné. Donc, vraiment bien la date maximale de la convention collective. Ensuite, donc on a une question de Nathalie qui nous dit, donc un salarié qui commence son contrat le premier du mois et qui en arrête au bout de 10 jours, comment fait-on? Alors, vous allez bien faire une attestation de salaire normale, hein, vous mettez bien, donc vous rétablissez le mois de l'arrêt, le mois de l'embauche s'il a travaillé. Par contre, vous faites bien une attestation de salaire. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher donc les anciens bulletins de salaire hein, précédents, donc Son contrat. son contrat, voilà. Et on va essayer de rechercher un petit peu donc, des salaires précédant l'arrêt de travail. Mais vous faites bien une attestation de salaire. Ce qui est bien par Mm. signalement DSN, hein, c'est C'est que ça va qu'on se faire rappelle, automatiquement. voilà, en fait, le signalement DSN, ça va être lié par le numéro de sécurité C'est sociale. ça. Si jamais c'est une nouvelle embauche chez vous, le système va faire une recherche avec le numéro de sécurité C'est ça. sociale. Et nous, en fait, sur votre attestation de salaire, on va également avoir les anciens contrats de votre C'est ça. salarié de la période de référence et Mm. éventuellement les salaires qu'il avait C'est chez ça. les anciens employeurs. Donc parfois, nous, en fait, par votre signalement Mm. DSN, on arrive à avoir des informations des contrats qui précédaient l'embauche chez vous pour nous permettre justement l'étude des droits et le calcul. Donc, ça nous évite parfois de demander des pièces complémentaires à l'assuré. Pour l'étude des droits, l'avantage de faire de la DSN, c'est que nous, quand vous faites un signalement DSN, si c'est une nouvelle embauche, on a aussi des C'est ça. informations sur les autres employeurs chez qui il Mm. était et est-ce qu'il avait des salaires cotisés ou non. Mm. Donc, c'est pas mal de faire de la DSN pour les nouvelles embauches parce que ça nous C'est ça. facilite, en tout cas, ça accélère le Mm. paiement pour tout ce qui est étude des droits et calcul des indemnités journalières. Et si c'est dans le cas où il n'a pas du tout, où vraiment les salaires sont à zéro chez vous, hein, pendant la période de référence, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire l'attestation de salaire, vous mettez tous les salaires à zéro et nous, on va se rapprocher hein, du salarié. Alors, j'ai juste encore une question sur Mm. les attestations de plus de 6 mois en DSN. Elles se génèrent automatiquement ou doit-on l'établir? Non, elles se génèrent automatiquement. Mm. Après, parfois, il se peut qu'il y ait un souci en fait, dans l'alimentation des Aussi. arrêts de travail et que le Mm. système n'arrive pas à intégrer qu'il y a 4 mois d'arrêt continu pour enclencher cette attestation. Mm. Donc, parfois, il se peut, même si vous faites un signalement DSN, il se peut que la CPM vous demande exceptionnellement de faire une attestation C'est ça. manuelle sur notre entreprise de plus de 6 mois parce que le système DSN n'a pas intégré qu'il y avait 4 mois d'arrêt continu et que l'attestation ne s'est pas générée. Mm. Mais normalement, Exactement. elle se génère automatiquement. Mm. Si tout est bien alimenté et que tout remonte Mm. normalement, l'attestation se génère automatiquement. Il n'y a rien besoin de faire de votre côté. Après, si jamais il y a un souci, on reviendra vers vous et il faudra la saisir exceptionnellement sur notre entreprise. J'ai juste une dernière remarque par rapport à tout à l'heure. Vous m'avez dit que vous avez donc un salarié qui a travaillé le matin, qui a été chez son médecin l'après-midi. Justement, en fait, c'est grâce au dernier jour de travail que nous, on va le savoir hein, que votre salarié a travaillé le matin. C'est-à-dire que nous, il y aura, hein, si vous voulez, un arrêt de travail qui va commencer, là je le dis comme aujourd'hui, à compter du 22 octobre. Si vous, votre salarié a commencé sa journée de travail le 22 octobre, avec le dernier jour de travail, nous, on va pouvoir faire un paiement à compter du 23. Donc la journée du 22, elle ne sera pas indemnisée par la CPM, elle sera indemnisée par vous. Donc c'est à ce moment-là que nous, c'est qu'on va nous pouvoir savoir que le salarié a travaillé le matin. C'est vraiment en fonction du DJT.
Alors, il y a Céline qui nous demande, peut-on répondre à un compte rendu métier reçu par mail? Non, enfin, vous ne pouvez pas répondre à un compte rendu par mail. Si jamais vous souhaitez déposer des pièces complémentaires voilà, parce qu'on vous a demandé des justificatifs complémentaires, il faudra passer par Net Entreprise, le compte entreprise, pour déposer les pièces complémentaires. Voilà, il n'y a Voilà. pas de possibilité de répondre par mail à un compte rendu. Et bien sûr, Nadia, hein, le webinaire, le replay du webinaire, il sera disponible hein, sur la chaîne YouTube hein, de la CPM. Il n'y a pas de souci. Alors, j'ai Franck qui demande aussi un petit peu le délai de paiement des indemnités journalières en cas de saisie DSN ou nette entreprise. Alors, je ne le connais pas de tête. Non. Il me semble qu'en 2023, le délai, c'était à peu près 10 jours de traitement. Alors, je n'ai pas le détail par nette entreprise ou DSN. Par nette entreprise, forcément, c'est toujours un petit peu plus rapide parce qu'il y a moins de retours, tout passe en automatique. DSN, du coup. Par DSN, nette entreprise, s'il y a des erreurs, bah forcément, le délai va être allongé parce qu'on va rejeter l'attestation de salaire. On va vous demander de refaire une attestation rectificative. Donc, je sais qu'en DSN, Mm. le délai est meilleur, mais je n'aurai pas le détail à vous donner tout de suite. Il faudrait qu'on regarde sur l'année 2023. Mais en tout cas, en moyenne, il était à 10 jours, hein, tout confondu, DSN net entreprise. Et le délai de traitement DSN était meilleur que le délai net entreprise pour la CPM de Moselle. Voilà, oui. Voilà, je regarde. Alors, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de questions, mais on a répondu à l'ensemble des questions. Malheureusement, Je vois que vous avez aussi un petit peu des cas particuliers. ouais, N'hésitez pas hein, à nous les indiquer l'enquête hein, de satisfaction qui va s'afficher automatiquement juste après le webinaire. Et comme on l'a dit, hein, mettez bien vos coordonnées hein, pour qu'on puisse vous rappeler. Donc, le nom de votre entreprise, un numéro de téléphone, un contact, pour qu'on puisse voir ça avec vous. Il n'y a pas de problème. voilà, on a un petit peu dépassé le temps. Alors, si jamais il y avait, parce qu'il y a encore beaucoup de questions, mais Ouais. globalement, c'était aussi sur des dossiers Oui. spécifiques. Donc, on ne va pas pouvoir regarder le dossier et vous répondre. Mais si jamais il y avait encore des questions d'ordre général, hein, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions dans l'enquête de satisfaction. Et puis, on essaiera de vous recontacter rapidement pour vous apporter une réponse. Et puis, on se donne du coup rendez-vous le 5 novembre hein, pour un flash actu. Donc là, ce sera un webinaire normalement beaucoup plus rapide Plus que court, hein. celui-là. Les flash actus sont toujours C'est un petit ça. peu plus courts, hein. C'est des petites actualités qu'on vous Voilà, donne à 5-6 sur le mois de novembre. Donc, il y aura quelques actualités et notamment informations réglementaires, hein. Il y a c'est eu ça. quelques petits changements, notamment dans les prescriptions, hein, L'enchaînement l'enchaînement des des prescriptions, prescriptions. effectivement. Donc, on vous en parlera le 5 novembre le plus spécifiquement avec 5-6 C'est actualités ça. qui vont marquer la fin d'année, le début d'année prochaine. Voilà au niveau de la prochaine date à Mhm. retenir pour notre prochain webinaire. Voilà. Voilà, bah, ouais, écoutez, au niveau du webinaire, c'était un petit peu tout ce qu'on avait abordé sur les attestations de salaire, hein. On espère que du coup, c'est un petit peu plus clair pour vous sur bah, en fait, déjà l'impact que ça a une mauvaise saisie côté C'est ça. CPM. On espère que du coup, ça vous permettra d'éviter de faire des erreurs. Et puis, si jamais il y a besoin d'un accompagnement spécifique, n'hésitez pas à nous contacter, On à est laisser toujours vos là. coordonnées dans le questionnaire et puis on vous recontactera pour vous donner du coup les derniers éléments qui n'ont peut-être pas été donnés à ce Mhm. webinaire ou qui n'étaient peut-être pas clairs. Voilà. On vous remercie en tout cas pour votre participation et puis on vous donne rendez-vous prochainement pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Bonne journée Merci. à tous. Bonne journée à vous. Au revoir.